Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du programme de TimeLSP en ce qui concerne le chapitre 7 et cette fois-ci donc on va s'intéresser donc aux piles. Donc on avait vu dans la précédente vidéo comment faire pour équilibrer les équations d'oxydoréduction parce que justement dans les piles nous avons affaire à des réactions d'oxydoréduction. Alors pour comprendre comment fonctionne une pile, je vais vous donner un exemple. C'est une pile historique qui s'appelle la pile Daniel et ici c'est une pile dont les couples oxydoréducteurs sont donnés par les valeurs qui sont ici, donc c'est Cu2 plus Cu et Zn2 plus Zn. Alors comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une pile? Eh bien, on va déjà la séparer en deux. Vous avez dans cette partie-là ce qu'on appelle une demi-pile, et ici dans cette partie-là, vous avez une autre demi-pile. Évidemment, une demi-pile plus une demi-pile, ça vous donne une pile. En fait, on va la séparer en deux. Déjà, la plupart des piles donc sont réalisées avec des métaux. Donc ici, on a une lame de zinc qui va plonger dans une solution de sulfate de zinc. Ça va constituer votre demi-pile. Et puis de l'autre côté, il vous faut un autre métal, donc ici c'est du cuivre, qui va plonger dans une solution de sulfate de cuivre. J'aurais pu mettre par exemple de l'aluminium qui trompait dans une solution de sulfate d'aluminium, mais la pile Daniel, en fait la pile historique c'est avec le zinc et le cuivre. Alors évidemment, ces deux demi-piles toutes seules ne vont pas produire un courant, il va falloir les relier par ce qu'on appelle un pont salin. Alors un pont salin, c'est quoi? C'est ici un tube de verre ou de plastique, peu importe, dans lequel on a mis un gel conducteur qui va avoir pour but donc de fermer le circuit, et puis deuxièmement, qui va avoir pour but de conserver l'électroneutralité de votre solution. Et puis au-dessus, alors j'ai branché ce qu'on veut, alors on aurait pu brancher une lampe par exemple pour pouvoir l'allumer, alors une petite lampe, une petite DEL. En fait ce qu'on a mis ici c'est juste un résistor et puis ici un ampèremètre. Alors j'aurais pu mettre aussi un voltmètre. Ce qui est important ici c'est de savoir que la borne COM est reliée à ce point là et que l'on mesure une intensité positive. Alors, si je mesure une intensité positive, ça veut dire que ici, je vais avoir circulation d'un courant. Et comme l'intensité est positive, alors si c'est à la borne COM, ça veut dire que le courant va entrer par la borne A, c'est-à-dire que votre courant va avoir ce sens-là. Ici, je vais faire une petite flèche qui va vous dire, qui va vous symboliser donc le courant électrique. Donc ce courant électrique, je peux faire un peu partout, hein, je peux en faire une ici, et puis je peux aussi en faire une par exemple à l'intérieur. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que votre pile, c'est ça. C'est cette partie-là. Alors ça, vous le faites pas, mais ça, c'est votre pile. Et ce que je vais faire en bleu, ou en violet, pardon, en violet, ça, c'est l'extérieur de votre pile. Donc, à l'extérieur, je peux brancher ce que je veux, une lampe ou n'importe quoi, une DEL. Là, j'ai branché un ampèremètre et une résistance. Donc, ce qui est en vert ici, ça, alors ce que vous devez savoir, c'est que le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur, c'est-à-dire à l'extérieur de votre pile. Ça veut dire que le courant circule du plus vers le moins à l'extérieur, c'est-à-dire dans la zone bleue. Ça veut dire que le courant ici, ça va être votre borne positive, et ici, ça va être votre borne négative. Et c'est comme ça qu'on peut savoir, la première question, c'est de déterminer la polarité de la pile, c'est-à-dire qu'il faut bien que je sache ce qui est à l'extérieur de la pile, c'est-à-dire la zone bleue, et donc le courant circule du plus vers le moins à l'extérieur, c'est-à-dire que votre borne positive est bien ici. Ce qui veut dire que la demi-pile cuivre Cu2+, est la borne positive et l'électrode ici, qui plonge dans la sulfate, l'électrode de zinc qui plonge dans la solution de sulfate de zinc est la borne négative. Alors je vais faire un petit peu de place. Donc on va pouvoir marquer ici un Cu, donc ici c'est ce qu'on appelle une électrode. Voilà, et ici c'est aussi une électrode, sauf que c'est l'électrode de zinc. Donc maintenant je connais le sens de mon courant, je connais la polarité de la pile, et donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais déterminer le déplacement des électrons libres. Cette fois-ci, les électrons libres se déplacent uniquement dans les solides, ainsi que le sens de déplacement des ions dans le pont salin. Alors, les électrons, eux, se déplacent uniquement dans les fils, c'est-à-dire dans cette partie-là. Dans la solution et dans le pont salin, ce n'est pas un déplacement d'électrons, hein, vous devez savoir que c'est un déplacement d'ions. Alors, je vais symboliser par exemple ici mes électrons par une petite flèche bleue,
Alors les électrons, par contre, vous devez savoir que dans les fils, comme ils sont négatifs, ils vont se déplacer dans l'autre sens. Donc je vais faire une flèche qui va dans ce sens-là, dans l'autre sens que le courant, pour dire que mes électrons vont se déplacer dans l'autre sens. Donc je peux faire une petite flèche ici, électrons, pour dire qu'ils vont se déplacer dans le sens inverse du courant. Voilà, parce que les électrons sont négatifs. Par contre, dans la solution, vous avez des ions positifs. Je vais le marquer ici. Je vais marquer ion positif. Et ici, je vais symboliser par un moins entouré en vert par un ion négatif. Donc dans votre solution, dans votre ponceau vous avez ces petits ions. Vous avez les ions positifs et vous avez des ions négatifs. Alors les ions positifs, eux, vont se déplacer dans le même sens que le courant, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer comme ça. Par contre, les ions E négatifs vont déplacer dans le sens contraire, puisque justement, ils sont négatifs. Alors ici on a répondu à la question petit b qui dit donc indiquer le sens du courant I, donc j'ai fait ma flèche rouge. Le sens de déplacement des électrons libres, ce sont mes petites flèches bleues, ainsi que le sens de déplacement des ions dans le pont salin, ce sont mes flèches vertes. Question suivante, déterminer les deux demi-équations ainsi que le type de réaction aux électrodes. Alors là il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a toujours oxydation à l'anode. Alors, vous avez deux électrodes, j'ai donc ici dit que c'est électrode de zinc, que j'ai électrode de cuivre. Dans les piles, vous avez deux électrodes. Vous avez ce qu'on appelle l'anode et la cathode. Alors, ça fait penser un petit peu à anion et cation. Et bien justement, anode, c'est comme anion, c'est négatif. Et cathode, cathode, c'est comme les ions positifs, c'est positif. Ça veut dire que de ce côté-là, du côté du zinc, vous avez donc une oxydation. Et c'est ce que l'on appelle l'anode. Ce qui veut dire que dans l'autre cas, alors je vais déplacer mes ions parce qu'ils ne sont pas bien placés. Voilà. Donc ce qui veut dire que de l'autre côté, vous avez une réduction. Et c'est donc la cathode. Alors pour se souvenir qu'il y a toujours oxydation à l'anode et que c'est négatif, si vous regardez bien la première lettre, O c'est une voyelle, A c'est une voyelle. Donc oxydation, anode, ça va ensemble et en plus vous avez le son ne pour dire que c'est négatif. Donc réduction c'est une consonne, cathode c'est une consonne et donc ça veut dire que c'est l'autre forcément, que c'est là où il va y avoir donc la borne positive. Alors si il y a oxydation à l'anode, alors l'anode c'est le couple Zn2 plus Zn. Ça veut dire que je vais former l'oxyde, ça veut dire que je vais former Zn2 plus. Ce qui veut dire que je dois écrire mon équation comme celui-ci, Zn qui va vous donner deux flèches, Zn de plus. Donc comme il y a toujours les électrons du côté de l'oxydant, je dois marquer ici donc plus 2 électrons. Donc j'ai établi une première demi-équation. Ici à l'anode, j'ai Zn qui vous donne Zn de plus 2 électrons. C'est bien une oxydation, je forme bien un oxyde. Et donc de l'autre côté, c'est une réduction. Donc je vais former le réducteur, ça veut dire que je vais former Cu. Ça veut dire que Cu de plus est ici au début. Cu de plus 2 électrons va vous donner Cu. Voilà. Donc j'ai établi maintenant mes deux demi-équations. Je vais pouvoir maintenant déterminer l'équation de la réaction lors de la décharge. Je vais faire ça plus ça. Donc les électrons vont s'annuler, ce qui va vous donner donc Zn plus Cu de plus va vous donner donc Zn de plus Cu. Voilà. Alors, j'ai établi tout ce dont j'avais besoin d'établir. Alors donc ici on va comprendre une chose, c'est que le zinc va donner Zn de plus. Ça veut dire que votre électrode de zinc, au bout d'un moment donné, elle va se réduire. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous n'aurez plus de zinc, votre pile va s'arrêter parce que justement vous aurez consommé votre zinc. Votre zinc ici sera forcément, quelque chose qui va être consommé. Et par contre, à l'inverse, à contrario de l'autre côté, vous allez former du cuivre. Ça veut dire que ici, votre électrode, elle va grossir au fur et à mesure.
Donc elle va devenir plus grosse, elle va s'enrichir en cuivre. Et donc ça veut dire que si on fait cette expérience-là et qu'on laisse très longtemps cette pile fonctionner, eh bien vous allez avoir des électrons qui vont partir d'ici, qui vont faire justement la circulation du courant, qui vont être captés ici par les ions cuivre, et donc vous allez avoir ici une électrode qui va devenir plus grande et qui, comment dire, va en plus être très brillante. Et puis cette électrode-là va être rongée avec le temps. Alors, on va pouvoir faire le résumé maintenant dans le cours. Donc, une pile est constituée de deux demi-piles reliées par un pont Saint-Lin. Donc, la tension positive U0, alors là j'ai mis un ampère-mètre, mais on aurait pu mettre un voltmètre en dérivation, hein. On l'aurait mis par contre ici en dérivation, pas en série. Donc, entre les deux électrodes est appelée donc la tension à vide. Ça, on l'avait déjà vu en première, hein. La tension aux bornes d'une pile, si je ne mets rien dessus, c'est ce qu'on appelle la tension à vide. On la note souvent E majuscule. On peut aussi appeler ça FEM, donc la force électromotrice, c'est la même chose. Alors donc, elle est exprimée, puisque c'est une tension, en volts, symbole V majuscule, et la borne V du voltmètre, ou la borne A de l'ampère-mètre, va définir donc la borne positive de la pile. D'accord? C'est grâce au voltmètre ou à l'ampère-mètre qu'on peut le savoir. Le pont salin, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le pont salin contient généralement une solution aqueuse ionique gélifiée. Il relie les deux demi-piles et il a pour fonction, premièrement, de fermer le circuit pour assurer la circulation du courant et deuxièmement, d'assurer la neutralité électrique des solutions. Bah oui, parce qu'en fait, ici, je vais produire des ions et ici je vais en consommer. Donc ce qui va se passer, c'est que justement vous allez avoir des ions ici qui vont apparaître pour conserver l'électroneutralité et ici qui vont disparaître. Vous avez bien cette circulation d'électrons, de ions dans votre pont salin qui va faire qu'ici vous allez toujours avoir, quoi qu'il arrive, l'électroneutralité de votre solution. Voilà. Alors, un pont salin contient des ions inertes vis-à-vis des espèces chimiques participant à la réaction. Ça me paraît logique, hein. Si on met quelque chose qui va réagir, ça va pas fonctionner, donc il faut mettre quelque chose d'inerte. Et dans les cas des piles solides que vous avez dans le commerce, le pont salin est remplacé par ce qu'on appelle une membrane perméable donc aux charges électriques, pour pouvoir assurer donc la conduction du courant. Donc si je reprends ma pile ici, ça veut dire qu'en fait c'est un système chimique qui est en évolution complète, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas en équilibre. Donc ici, on va pouvoir noter que une pile, c'est quoi? C'est un système chimique qui est hors équilibre. Donc nous, ce qu'on a vu, c'était le quotient de réaction. Ça veut dire que forcément, vous allez évoluer dans le sens direct, ce qui veut dire que votre QR est toujours inférieur à votre K, tant que votre pile va débiter un courant. Donc tant que QR est inférieur à K, le système chimique évolue ce qu'on appelle dans le sens direct. Il y a circulation d'électrons de la borne négative à la borne positive, et ça va s'arrêter, c'est lorsque le réactif limitant est entièrement consommé. Alors dans le cas que j'ai ici, le réactif limitant, ça peut être soit le zinc métallique, soit les ions cuivre qui sont contenus dans la solution. Ce sera à vous de voir, avec des calculs de quantité de matière, quel est le réactif qui est limitant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si à un moment donné, je n'ai plus de zinc, ou alors je n'ai plus d'ions cuivre à l'intérieur, votre pile va s'arrêter de fonctionner. C'est ce qu'on va dire que la pile, tout simplement, elle est usée. Et là, c'est ce qu'on va appeler, l'état d'équilibre. Donc, une pile en équilibre, c'est une pile qui ne va pas débiter de courant, qui ne va pas nous intéresser. Donc le réactif limitant est entièrement consommé, la pile atteint alors son état d'équilibre, la pile est alors usée. Dernière chose qu'on peut vous demander en ce qui concerne les piles, c'est de déterminer sa capacité électrique. Alors qu'est-ce qu'on entend par capacité électrique? Donc on vous marque ici, donc la capacité électrique d'une pile qu'on va noter Qmax représente la quantité maximale de charge électrique que la pile peut fournir au cours de son fonctionnement. En gros, quand je vais arriver à l'état d'équilibre, donc quand un des deux réactifs limitants est consommé, quelle est la charge que j'aurais pu obtenir au maximum? Donc combien, c'est-à-dire combien d'électrons, sont passés à l'intérieur de mon circuit électrique, multiplié par la charge évidemment. Donc comme toute charge électrique, elle va se mesurer en coulombs, donc c'est le symbole C majuscule, et donc on va essayer d'établir cette formule-là. Donc moi je veux savoir quelle est la charge totale qui peut être débitée.
Alors, regardez bien, c'est tout simplement, déjà, ça va être la charge d'un électron. Alors la charge d'électron, on la connaît, hein, c'est petit e, fois, le nombre total d'électrons. Alors, comment est-ce que je peux faire pour connaître ce nombre total d'électrons qui va être débité? Si je connais la quantité de matière d'électrons, je vais pouvoir le relier assez facilement grâce à ce que on avait appelé, que ça fait un petit peu longtemps qu'on a vu, la constante d'Avogadro. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs de seconde, mais vous savez que pour calculer une quantité de matière, c'est-à-dire un nombre de paquets, on avait dit que c'était la masse totale divisée par la masse d'un paquet. Donc n égale petit m sur grand M, ça vous connaissez. Mais vous devez savoir aussi que pour connaître le nombre de paquets, je peux aussi dire que c'est le nombre de choses que j'ai que je vais diviser par le nombre de choses que j'ai mis dans un paquet. Et donc ce nombre ici, ça c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est une constante qui est égale à 602 fois 10 puissance 23. Alors ce sont des moles moins 1, mais voilà. C'est-à-dire que dans un paquet, dans une mole, j'ai toujours le même nombre, c'est-à-dire 602 fois 10 puissance 23. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous remarquez que si j'enlève cette partie-là de la formule, mon nombre d'électrons, c'est égal à quoi? C'est la quantité de matière que je vais multiplier par ce nombre d'Avogadro. Donc en gros, si je veux connaître la charge électrique maximale que va pouvoir débiter ma pile, que je vais noter donc Qmax, attention à ne pas confondre, parce que dans le même chapitre, il y a deux gros Q. Il y a le Q ici, max, qui va être pour la capacité électrique, et puis l'autre Q qui est le QR, qui est le quotient de réaction. Donc on se trompe pas dans les Q, s'il vous plaît. C'est la même lettre, mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est, la même grandeur physique qui se cache derrière. Donc ici, c'est quoi? Ça va être la quantité de matière d'électrons maximale fois le nombre d'Avogadro Na fois la charge élémentaire petit e. Alors je vais le noter ici. Alors ça c'est la capacité. Attendez, je vais écrire un peu mieux. Donc capacité qui va se mesurer en coulombs. Ça c'est la quantité de matière maximale, je mets 4 quantités matière maximale, parce que sinon c'est trop long, d'électrons, d'accord, qui va se mesurer en mol. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Je vais marquer une majuscule. Nombre d'Avogadro. Alors ça, c'est pas à connaître, c'est toujours donné. Hein. Na, c'est 602 fois 10 puissance 23 mol moins 1. C'est pas à connaître, hein, ce sera toujours donné. Et ça, donc ça c'est la charge électrique élémentaire. Charge électrique élémentaire. Et donc, élémentaire. Ça, c'est toujours la même valeur, hein, c'est toujours donné dans les énoncés, c'est pas à savoir. C'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc en gros, si vous voulez calculer la capacité maximale d'une pile, ça c'est donné, ça c'est donné. La seule chose qui vous reste, c'est à calculer le nombre d'électrons maximal. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici. Donc la quantité maximale d'électrons Ne max, d'électrons échangés, se détermine à partir du réactif limitant. Première remarque. Alors on va faire un calcul après, faut pas s'inquiéter. Première remarque, on peut aussi exprimer la capacité électrique dans une autre unité, en milliampères-heure ou en ampères-heure. Par exemple, sur vos téléphones portables, vos batteries, vos piles, enfin c'est pas des piles, ce sont des batteries, mais ça va être le même fonctionnement ici, c'est donné souvent en milliampères-heure. Évidemment, plus vous avez une valeur en milliampères-heure ou en ampères-heure importante, et plus votre téléphone va pouvoir tenir la charge ici. Donc le coulomb, c'est l'unité officielle, par contre, c'est vrai que nous, on utilise celle-ci. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de l'une à l'autre? Alors c'est quelque chose qu'il faut savoir faire parce que même votre calculatrice qui fait beaucoup de conversions, celle-ci ne la fait pas. Donc, en fait, si on ne se souvient pas d'une formule, alors la formule c'est quoi? C'est Q égale I fois delta T. Ça, c'est celle que vous avez vue en première. Alors, imaginons qu'on s'en souvienne plus. Ça arrive. Par contre, il y a une astuce pour pouvoir se souvenir de cette formule-là, c'est l'analyse dimensionnelle. En fait, l'analyse dimensionnelle vous dit que justement, vous devez avoir équivalence entre les unités. C'est-à-dire que quelque chose en coulomb, ça doit être la même chose qu'une intensité fois un temps, mais par contre, dans le système international. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez vous ressouvenir que 1 coulomb, c'est égal à quoi? C'est dans le système
international, c'est une intensité, c'est-à-dire des ampères. C'est donc 1 ampère que je vais multiplier par, alors pas 1 heure, parce que dans le système international, c'est pas les heures, c'est 1 seconde. Donc 1 coulomb, c'est 1 ampère seconde. Et à partir de ça, eh bien, on va pouvoir faire la conversion entre les coulombs et les ampères heure. Alors bah du coup, en fait, 1 coulomb, c'est quoi? Eh bien, c'est égal à, si je le passe par exemple, les ampères, je vais les laisser en ampères, hein. Par contre, les secondes, je vais les convertir en heures. Donc, une seconde, c'est combien d'heures? Eh bien, c'est 1/3600e d'heure. C'est-à-dire qu'en gros, ici, pour passer des coulombs aux ampères-heure, eh bien, je vais diviser par 3600, ce qui veut dire que si je passe de l'autre côté, je fais 3 fois 3600. Donc en gros, si vous avez une valeur en coulomb, je vais diviser par 3600 pour avoir des ampères-heure, et sinon, je vais multiplier par 3600 pour avoir des coulombs. Alors je peux faire même ce même raisonnement avec les milliampères-heure, donc c'est-à-dire 1 coulomb, eh bien 1 ampère c'est combien? Eh bien c'est 1000 milliampères, donc fois 1 divisé par 3600 pour avoir des milliampères-heure. Donc en gros ici, si je veux passer des coulombs aux ampères-heure, eh bien je vais diviser par 3,6. Et si je veux passer des coulombs, des milliampères-heure au coulomb, je vais faire 3 fois 3,6. Voilà. Alors j'ai peut-être écrit un petit peu trop, je vais gober un peu parce qu'il y en a un peu trop ici. Donc voilà, tac tac tac. J'ai pas beaucoup de place, mais sinon j'aurais été obligé de faire 8 pages et ça aurait été compliqué. Donc je récapitule, si vous voulez vous souvenir comment faire pour passer des coulombs en ampères-heure, soit j'utilise la formule que je connais, Q égalité, donc là je vois bien que c'est une intensité fois un temps, soit je fais appel aux analyses dimensionnelles, et puis les unités sont toujours données ampères-heure, c'est forcément des coulombs aussi. Deuxième remarque, parfois, eh bien, le produit NaE, Na c'est la constante d'Avogadro, et E c'est aussi une constante, donc le produit de deux constantes c'est aussi une constante. Eh bien cette constante, elle a un nom, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday, et donc la constante de Faraday, alors c'est pas à connaître encore une fois, hein, c'est toujours donné, on la note souvent F, et F, en fait, si on fait le produit des deux, on trouve 96 500, donc ce sont des coulombs par mol. Donc ça c'est donné. Alors des fois on vous donnera la constante de Faraday, il faudra savoir que c'est à peu près ça. Alors exercice ici. Donc on part d'une pile zinc cuivre comme on a vu juste précédemment. Donc qui contient 0,20 mol. Il y a une petite faute dans. Il y a un petit P qui s'est glissé, c'est pas grave, c'était à copier sur votre feuille, ça n'apparaîtra pas. Donc qui contient 0,20 mol de zinc et on suppose qu'il s'agit du réactif limitant. Calculez la capacité électrique de la pile, la capacité ouais, décidément, j'arrête pas de faire. J'ai pas bien régulé mon truc, ça sera corrigé sur votre feuille, hein. Donc, calculer la capacité de la pile en ampères-heure. Alors donc, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'il va falloir, c'est déterminer combien donc d'électrons vont être pouvoir produits si je vais consommer 0,20 mol de zinc. Alors, le problème ici, c'est que ça, c'est pas le 0,20 mol, ce n'est pas la quantité d'électrons maximale que je vais faire. Pourquoi? Parce que la stoichiométrie n'est pas la bonne. Regardez bien votre électrode de zinc, ça c'est votre réactif limitant. Mais par contre, si je consomme 1 mol de zinc, eh bien je ne vais pas libérer 1 mol d'électrons, je vais en libérer 2 mols. Donc en gros, eh bien ça vous pouvez reprendre votre formule habituelle pour les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire que le nombre de mols de zinc que je connais divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1, va être égal au nombre d'électrons maximal que je vais donc diviser par 2. Ce qui veut dire que le nombre d'électrons maximal, c'est bien égal à 2 fois le nombre de moles de zinc. C'est-à-dire, 0,20 fois 2, c'est-à-dire 0,40 moles. Voilà, c'est le petit piège qu'il y a ici. C'est que si on applique directement la formule en pensant que cette valeur-là correspond, vous allez vous tromper. Et donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, c'est pas dur, puisque votre capacité électrique Qmax, c'est donc égal au nombre d'électrons maximal fois la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Donc je passe à l'application numérique. Alors l'application numérique vous donne donc 0,40 fois 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et donc si je fais mon calcul ici, je trouve 3,9 fois 10 puissance 4 coulombs. 3,9 fois 10 puissance 4 coulombs. Alors j'ai pas terminé puisque maintenant en fait il faut que je convertisse cette valeur des coulombs en ampères-heure. Mais heureusement on l'a déjà fait puisque coulomb en ampères-heure je divise par 3600. Ce qui vous donne que votre, je vais écrire ici, donc le Qmax,
c'est donc égal à 3,9 fois 10 puissance 4 coulombs que je divise par 3600. Et là, dans ce cas-là, votre calcul vous trouve 11 ampères heure. Voilà. Donc ça y est, c'est terminé pour ce chapitre un petit peu long. Ça va nous durer, ça va nous prendre un petit peu de temps, hein, au moins une semaine et demie, 2 semaines. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.